septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'actualité en débat de ce jeudi. Aujourd'hui, il est bien portant, plus que bien portant. Tchabora Boulaïma avec nous aujourd'hui, Dieu merci, mieux. Le directeur de publication du journal Le Messager, Abbas Issaka, le directeur de publication du journal Le Maliens Libéré, est aussi avec nous. Je rappelle que les deux journaux sont dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Vous pouvez acheter le journal en ligne également, les deux journaux en ligne. Et puis vous avez la page de Tchaboré, l'application plutôt Le Messager. Et puis vous l'installez sur votre téléphone et vous avez toutes les informations traitées par Le Messager en temps réel. Tchaboré, bonjour. Oui. Mais pas tout suivre, Yannick. Non, il y a rien. D'accord. Bonjour Anita et bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est un plaisir de vous savoir en forme. Non, je suis en forme. Vous m'avez tellement montré. Oui, c'est vrai. Quand vous lanciez l'émission, vous étiez en train de dire qu'on est bien portant. Sinon, on est bien portant, ce n'est pas parce qu'on était malade qu'on n'y était pas. C'est compte tenu d'un certain nombre de préoccupations. C'est ce qui a fait qu'on a manqué le deuxième émission. Je pense qu'il y a de cela deux émissions. Hein, non, je veux parler de la dernière fois où vous étiez prêt à venir à côté. Oui, j'étais bien disposé. Oui, ça, franchement. Oui, à la dernière minute. Mais il faudrait préciser que c'est toi qui m'as soigné. C'est important. Et avec tous les échanges que nous avons eu à faire hier, je pense qu'on nous saura un peu plus à la fin de l'émission. Les téléspectateurs nous regardent. Et juste pour leur présenter toutes mes excuses par rapport au fait qu'on a manqué les deux émissions passées. Mais Abbas était là samedi. Oui, Abbas était là. En tout cas, tout compte fait, peut-être que je ne vais pas le dire en tout début de cette émission. À la fin, vous en saurez un peu plus. Abbas, bonjour. C'est quoi ce regard, Seigneur? Bonjour, ça va. Oui, ça va. Je salue aussi les téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi que les internautes aussi qui nous suivent. Tu vois, on dit que quand tu fais quelque chose, ça te fait. Donc la dernière fois, tu dis tu vas cacher ce que tu as à dire sur Tchaboré à la fin de l'émission. Lui aussi dit qu'il va garder ça. Sauf que cette fois-ci, moi, je sais ce qu'il va dire. Je ne sais pas qu'il le dise, c'est tout. Moi, je ne le sais pas. C'est pas Abbas, bon. merci beaucoup. C'est pas bon de savoir ça. Merci pour tout, Abbas. Merci pour tout. Alors, nous allons parler d'un phénomène-là, le phénomène qui refait surface depuis quelque temps, le refus des pièces limées et des billets de banque déchirés. Abbas, vous êtes juriste. Et est-ce qu'il est permis de refuser les pièces limées ou les billets de banque déchirés? Non, il y a des tests qui punissent ceux-là qui refusent les pièces limées et les billets déchirés. Parce qu'entre-temps, le gouvernement même avait renforcé ce test-là. Je crois qu'il y avait communiqué aussi du ministre de la Sécurité et du ministre de la Justice, qui ont demandé de dénoncer là tous ceux-là qui refuseraient de prendre les pièces limées ou les billets déchirés. Parce que tout ça, là, ce n'est pas moi qui suis venu pour acheter, qui a fabriqué le billet ou la pièce. La pièce a traversé un certain nombre de choses et au fur et à mesure, quand ça circule, ça se loue bien, ça se déchire. Et par après, c'est la banque, la BCAO qui récupère ça à travers certaines transactions. Mais on n'a pas le droit de refuser une pièce limée du moment où même il y a les chiffres qui restent apparents. On sait que c'est 50 francs, on sait que c'est 100 francs, ou on trouve que c'est un billet de 500 bien de 1000 francs parce que c'est déjà collé. On n'a pas le droit de refuser ça, ces pièces parce que les textes sont là. Et si on dénonce ces genres de choses, quelqu'un arrive. Est-ce qu'à cause de 500 ou 1000 francs, vous allez appeler, dénoncer quelqu'un? C'est pas aussi ce qui dépasse, ou bien à cause de 200 francs? Oui, peut-être que ce n'est pas chez toi seul que la personne refuse de prendre. Qui serait comme ça, il y a des gens qui vont défiler pour acheter des choses à son niveau. Et si tu passes et puis on dit je ne prends pas, l'autre passe je ne prends pas, alors l'argent là, tu vas faire quoi avec? Toi aussi tu as pris ça chez quelqu'un. Quand tu as remis la monnaie, tu n'as même pas refusé parce que c'est limite. Donc il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas nous-mêmes qui fabriquons les pièces. Les pièces et les billets sont fabriqués par une institution.
qui est là et qui gère tout ça. Donc s'il y a des pièces trop limées, là où on ne peut pas voir même le numéro, bien 100 francs, quelque chose de 500 000 francs, là, on peut dire que non, je ne sais pas ce que tu me donnes. Mais du moment là où c'est limé, puis il y a le truc qui est là, on ne peut pas refuser ça. Vous refusez, c'est que vous tombez sous le coup de la loi. Alors, Tchaboré, même question. Ça est permis parce qu'on a collé ça quelque part, parce que il y a quelque chose qui ne se fait pas voir entre tout. Non, je pense que ce n'est pas permis. Le confrère l'a dit tout à l'heure, il y a les communiqués qui étaient déjà sortis. Mais moi, je dis au-delà de tout, je pense que c'est la Banque centrale qui doit faire également un travail de sensibilisation. Il y a des communiqués qui sont sortis et nous les avons publiés. Et beaucoup de médias ont essayé de relayer ces informations pour permettre à la population quand même de comprendre que ce n'est pas permis et tous ceux qui s'adonneraient à ces genres de pratiques sont sous le coup de la loi. Mais malheureusement, la Banque centrale n'a pas appuyé cette sensibilisation. Moi, je pense qu'il faudrait appuyer la sensibilisation. Parce qu'au-delà de tout, c'est la Banque centrale qui fabrique l'argent à travers la BCAO, donc qui est représentée par notre Banque centrale et au-delà en lien avec le ministère des Finances. Donc je pense que le ministère des Finances, avec la Banque centrale, devrait quand même prendre des initiatives. Faire en sorte que les populations comprennent que ça ne sert à rien de refuser les billets déchirés ou les trucs limés. C'est vrai que les gens sont un peu réticents. C'est vrai également que les gens se posent des questions parce qu'on a vu avec l'évolution, la technologie, les gens se permettent de fabriquer des billets de banque. Tout le monde est méfiant. Mais je pense que l'exposition devrait être prise en amont par ce que je disais tantôt, par la Banque centrale, par les autorités, pour que de ces genres de réseaux, parce qu'il y a effectivement des réseaux qui fabriquent des billets, d'autres, et des billets déchirés, qui sont là, qui essaient d'infiltrer ces billets dans la circulation. L'exposition devrait être prise pour pouvoir au moins arrêter non seulement ces réseaux, mais faire comprendre, sensibiliser la population sur le fait que tous ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques ou bien refuseraient les billets limés ou les billets déchirés sont sous le coup de la loi. Effectivement, ça dérange parce que vous ne pouvez pas être une bonne femme et quelqu'un vous apporte un billet qui est déchiré et vous allez accepter. Parce que si vous l'acceptez, ce n'est pas sûr que celui à qui vous allez livrer ça en dépensant ce billet va l'accepter. Donc c'est une question de sensibilisation. Il faut sensibiliser. Je ne sais pas si c'est au Togo seul que cela se passe. Je ne sais pas. On a eu l'écho du Bénin. Également. Donc je pense que hors les pays qui dépensent le franc CFA sont tellement nombreux. Sont nombreux, à part les 8 pays de l'UMOA, il y a d'autres pays de l'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA également. Le Cameroun, je crois bien. Il y a aussi le Congo, je crois bien. Le Congo-Brazzaville qui utilise également le franc CFA. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire là-dessus. Nous l'avons dit à maintes reprises, la BCAO sera un communiqué, mais ça ne fait pas toujours effet. Les populations oui, le communiqué reste. Mais il va falloir également que, c'est ça, il faut sensibiliser, il faut aller au sein de la population, il faut voir ceux-là qui s'adonnent à ces genres de pratiques, attirer leur attention au premier abord, et si les gens persistent, on peut sanctionner. Donc moi je pense que c'est comme ça. Alors on peut faire. Pour l'instant, on ne peut pas sanctionner parce qu'il n'y a pas une sensibilisation accrue. Il n'y a pas une sensibilisation accrue. C'est des communiqués que les gens sortent. Ce n'est pas tout le monde. Vous savez qu'en Afrique, et particulièrement dans nos pays, les analphabètes sont très... Non seulement les analphabètes, mais il y a beaucoup aussi qui ne comprennent pas. Mais communiquer, c'est difficile. Justement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et c'est en français qu'on l'exploite. Il y a d'autres langues qui sont là, qui devraient quand même être diffusées et permettre à la population de cerner ce qu'on veut dire. Alors, Abbas, dites-nous, quel impact sur notre économie? Vous savez, on dit tous les jours, les choses deviennent chères, vie chère, mais à côté, on refuse certaines pièces, certains billets de vente. L'économie est déjà fragile. Et dans cette situation, quand quelqu'un se débrouille pour avoir de l'argent, il va aller acheter du maïs, il arrive dans un marché, on dit qu'on ne peut pas prendre son billet ou bien ses pièces parce que c'est limité. Vous voyez ce qui se passe dans la tête du monsieur, parce qu'il n'a que ça pour venir acheter.
Et l'argent là qu'il a apporté, ce n'est pas lui, de lui que ça vient. Ça vient de quelqu'un, peut-être que quelqu'un lui a fait un cadeau. Et il est arrivé au marché pour au moins s'approvisionner. On lui dit que ce que tu as apporté comme argent là, c'est limité, c'est pas bon, on ne peut pas prendre ça. Tout ça là, ça pèse sur l'économie. Parce que toi-même qui veux faire quelque chose pour toi et pour tes enfants, tu ne peux pas le faire. Où est-ce que tu vas aller trouver d'autres argent pour venir acheter? C'est dans ce cadre qu'on dit que s'il y a des dénonciations et qu'on punit une seule personne, tout le monde va rentrer dans les rangs. Il y a les tests. Nous, on est habitué à prendre des tests, à prendre des communiqués pour sanctionner certaines choses, mais on ne les met pas en application. Sinon, depuis qu'on a commencé par parler de ces pièces limées et que le ministère des Finances également était sorti sur ça, et qu'on ne met pas en application, on n'a pas puni une seule personne qui a refusé. Et ça pose problème, le plan économique également. Donc, la sanction là, les textes sont là. On sort les communiqués en se basant sur ces textes. Donc, si les textes sont là et puis le communiqué vient accompagner les textes et que la pratique n'y est pas, ça continue. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, si, comme tu as voulu là, d'ici à la sensibilisation, d'abord au niveau des masses. Et maintenant, on fait comprendre aux gens qu'il n'est pas normal qu'on refuse une pièce ou un billet déchiré. Les gens vont comprendre. Sinon, si ça continue, et puis quelqu'un qui a peur de dénoncer, l'impunité va continuer et on ne pourra rien faire sur cette situation. Donc il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et dise que l'argent, quand vous allez à côté au Ghana ici, vous voyez leurs billets déchirés froissés complètement, mais ils prennent. Je ne sais pas si c'est parce que c'est eux qui produisent leur monnaie, c'est le Ghana qui frappe sa monnaie. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Et ils ne refusent rien. Et l'argent circule normalement comme il le faut. Et les sangs ne pèsent pas sur les gens. Moi ici au Togo, parce que c'est la BCAO qui est là, qui fait, on dit la pièce est limitée. La pièce est limitée, c'est moi qui l'ai limitée. Donc il faudrait que les autorités prennent en charge cette situation et enlèvent l'impunité qui entoure, parce que les tests sont là pour être appliqués. On ne fait pas les tests pour mettre dans le tiroir. Non, je crois que les conséquences, elles sont là. Hein. Vous savez, lorsqu'une économie fonctionne, il faut que l'argent puisse circuler. Et lorsque l'argent ne circule pas, l'économie est bloquée. Vous avez pris un exemple tout à l'heure. Lorsque, auprès d'une bonne femme, je vais pour donner un billet qui est déchiré ou bien une pièce qui est limée et que la bonne femme refuse de prendre, ça veut dire que l'opposition est bloquée. Parce qu'il faudrait quand même que je puisse dépenser cet argent et que la bonne femme également puisse prendre cet argent après l'avoir collecté sur ce qu'elle vend pour aller faire des achats. C'est comme ça que l'argent circule. Et ces achats, les gens prennent, ils déposent. Après que les gens ont pris l'argent, ils déposent dans les banques, dans les institutions de microfinance et l'argent repart au niveau de la banque centrale. C'est comme ça que l'argent circule et c'est comme ça que l'économie fonctionne. Mais quand c'est bloqué à un niveau, c'est fini. L'argent ne va plus circuler. Aller à la banque avec c'est ce qu'il dit. C'est même impossible. L'argent ne peut plus circuler. Donc il y a une conséquence qui est là et les gens ne peuvent plus dépenser. Parce que c'est quand on dépense que l'argent circule. Quand on ne dépense pas, l'argent ne circule pas. C'est économiquement prouvé quoi. Donc il n'y a rien à faire pour cela. Je pense que nous l'avons dit, on a tellement appuyé là-dessus. Il faut une sensibilisation, il faut des sanctions pour pouvoir donner des exemples, pour que les gens ne puissent pas s'aventurer sur ce genre de pratiques. Ce n'est pas la première fois que cela se passe, hein, de par les années passées, il y a eu de cela, mais il y a eu... Entre 2017 et 2018, il y a eu une certaine accalmie. Accalmie, mais il y a certain temps, ça revient. Ça a repris, et puis bien avant ça. Même quand il y a des trucs sous forme d'encre là sur les gens refusent de prendre. Les gens refusent de prendre. Et puis bien avant ça, il y avait eu des cas comme ça. Mais il faut une sensibilisation, il faut des sanctions, il faut les appliquer pour éviter. Et puis je pense que la BCAO doit également mettre une politique en place. Je ne sais pas s'il y a la politique là,
Puis je sais qu'il fut un temps où la BCAO annonçait ramasser des billets qui étaient usés pour les ramasser, les échanger. Il doit y avoir cette politique-là qui est là, et puis bon, quand le temps arrive, on le fait pour éviter. Je ne sais pas si c'est la crise qui aide, mais je pense qu'il y a beaucoup de dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir éviter, parce que à ça, à la crise, vient s'ajouter une autre crise. Parce que le fait de refuser, ça crée une autre crise, évidemment. Donc, moi, je pense que nous sommes en train de parler, les autorités nous écoutent, les autorités de la Banque centrale nous écoutent. Le problème, il est là. Ce n'est pas qu'au Togo seul, dans bien d'autres pays, il y en a. Il faut prendre les dispositions, et ces dispositions, je pense qu'il y a la sensibilisation et l'infraction qui doit suivre. Alors, merci à vous. Nous espérons que les autorités ont pris en note et qu'elles feront ce qu'il faut pour qu'on évite ce phénomène. Alors, le mois de l'amnistie internationale au Togo, le général Katanga demande aux populations d'aller remettre volontairement les armes qu'elles détiennent illégalement. Nous allons tourner vers le spécialiste en matière de sécurité. Pourquoi vous souriez? Non. Tchaboré, dites-moi, c'est facile à dire, hein, mais est-ce qu'on peut se lever et aller dire je détiens une arme illégale, voilà? Oui, c'est pourquoi. Sans conséquence. Oui, c'est pourquoi ils l'ont dit. Vous le faites sans aucun souci, sans idée. Vous n'êtes pas poursuivi. La loi ne va pas vous poursuivre en justice et vous n'avez aucune inquiétude à se faire. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas détenir l'arme illégalement. C'est bien précisé. Parce qu'il y a certains qui détiennent... Justement, illégalement, là, c'est ce que je voudrais que vous nous expliquiez voilà, sur ce plateau. Aujourd'hui, vous et moi... dit-on qu'une personne détient une arme illégale? Voilà, ça c'est très simple. Aujourd'hui, Abbas est là, je suis là aujourd'hui. Si je veux acquérir une arme, je pense qu'il y a un processus qu'il faut suivre pour avoir les papiers, pour avoir l'autorisation. C'est comme ça se fait. J'achète, je viens, et je pense qu'il y a le ministère de la Défense qui est là. Il y a le ministère de la Sécurité. Avant de venir, non, avant même d'acheter, je m'annonce. Il y a tout un processus, je m'annonce et on me donne l'autorisation. Même je peux même acheter. Quand j'achète, je viens, je m'adresse au ministère de la Sécurité, il y a le ministère de la Défense également. Il y a tout un processus, on vous donne les papiers, vous signez, on sait que vous êtes détenteur d'une arme. C'est très important. Mais c'est quand... Maintenant, quand vous voulez l'utiliser, est-ce qu'il faut retourner non, parce attends, il faut l'utiliser. Je me souviens quand justement, on doit faire venir contre vous, on a demandé d'abord une autorisation justement pour faire entrer ça sur le territoire. Et oui. là, c'est dit que quand vous devez l'utiliser, vous devez demander l'autorisation pour vous l'accord avant de l'utiliser. Là, je n'en sais rien, mais ce que je sais, lorsque vous êtes détenteur d'une arme, illégalement, ce n'est pas normal. Mais si vous voulez être détenteur d'une arme, je pense qu'il faut demander une autorisation. Sauf si c'est dans le cadre des FDS, parce que les FDS, ça, c'est carrément un autre statut. C'est leur outil de travail. Et puis ça ne se donne même pas comme ça. Dans des camps, dans des régiments, avant, le lendemain, avant qu'on nous remette une arme, il y a toute une vérification, tout un processus qui suit la remise de l'arme aux soldats pour aller sur son lieu de terrain. Et puis, ce n'est pas toutes les armes qu'on remet. Donc, il y a toute une vérification minutieuse. Ne détient pas une arme qui le veut. Ça, ce n'est pas un jouet. Ne détient pas une arme qui le veut. Avant que vous ne déteniez une arme, il faudrait une autorisation. Il faudrait que le ministère de la Sécurité vous donne une autorisation. Je pense qu'en collaboration avec le ministère de la Défense, vous donne une autorisation avant que vous ne puissiez avoir une arme. Il y a des gens qui en ont. Sur le territoire du territoire, il y a des gens qui détiennent des armes, mais ils ont des autorisations. Ils peuvent aller à la chasse avec. Ils ont des autorisations. Moi, j'en connais plein. Parce que les chasseurs utilisent également. Vous avez besoin d'autorisation. Justement, vous avez besoin d'autorisation. Vous en avez besoin. C'est très important. Donc, c'est pourquoi c'est bien précisé que ceux qui ont des armes illégalement, ça veut dire que ceux qui n'ont pas d'autorisation, et il y en a qui sont dans le pays, qui ont acheté des armes et qui n'ont pas d'autorisation. Et la plupart du temps, vous savez ce que ça donne. Justement, si on revient à l'activité du général par rapport au mois de l'amnistie, c'est ça, l'Union africaine a décrété ça pour pouvoir éviter que les gens utilisent ces armes à des fins inappropriées. Quand je dis à la fin inappropriée, lorsqu'il y a des affrontements, lorsqu'il y a des conflits, les gens les utilisent
pour se faire la guerre, ce qui n'est pas normal. Et ça favorise la guerre, ça favorise les tensions. Moins de choses, quelqu'un qui se croit avoir une arme peut sortir cette arme et en faire usage, ce qui n'est pas normal. Donc, ceux qui les détiennent également, illégalement, c'est très important de leur ramener pour éviter que ce que je viens de décrire puisse arriver. Donc, voilà à peu près ce qui est normal. Si les gens veulent avoir des armes, il y a des informations. Vous allez au ministère de la Sécurité pour avoir d'autres informations complémentaires par rapport à ce que je viens de dire. Alors, Abbas, dites-nous, la plupart de ces armes sont importées. Comment ces personnes sont entrées sur le territoire sans être fouillées par les forces de défense ou les forces de sécurité? Avant, ceux qui étaient censés détenir les armes, c'est l'armée et la police, les forces de défense de sécurité. Et maintenant, ça a éclaté. Vous avez les groupes armés, les groupes terroristes, le groupe djihadiste, tout ça là détient des armes. C'est pour éviter tout ça que le général a parlé. Mais avant de détenir un civil, pour détenir il faut obtenir ce qu'on appelle le permis de port d'armes. Si vous n'avez pas le permis de port d'armes, vous ne pouvez pas avoir votre arme sur vous. Et si on vous prend, c'est que la loi vous sanctionne, vous allez en prison. Parce que vous n'avez pas un permis de port d'armes. On prend un civil avec une arme. On les prend. La dernière fois, vous avez vu, on a incinéré, on a brûlé les armes qui sont saisies. Et si on saisit une arme, que toi tu n'as pas encore un permis et tu détiens cette arme-là, la loi là, c'est la prison. Parce que tu peux causer et tu es considéré comme un criminel caché. Et c'est ça qui est dangereux. Les armes que les gens utilisent maintenant, les braquages que les gens font, les attaques terroristes. Vous allez voir que dans des villages comme ça, s'il y a un conflit qui éclate, des gens font sortir des armes et ça cause beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'on dit ceux qui détiennent des armes de façon illégale doivent aller les remettre volontairement. On a dit volontairement. On ne force pas. Si tu as un tu es censé détenir. On ne force pas, mais si tu ne vas pas déposer, on découvre. C'est pour ça qu'on a dit volontairement va déposer. Mais si on découvre que tu avais une arme alors que volontairement on ne t'a pas forcé de venir et que tu as détenu ça, tu n'es pas allé déclarer, tu es sous le coup de la loi. Parce que ces armes, tu as posé la question comment ça entre. Nous avons des frontières poreuses qui sont là. Les frontières qui sont là, les gens transportent des armes, ils traversent nos frontières ici, du Ghana, parce que les gens achètent des armes au Ghana, ils traversent les frontières. Les frontières sont poreuses. Quand vous allez au Burkina, comment les djihadistes ont pu se faire obtenir des armes, c'est par rapport à ces frontières-là. Puisque les armes là se trouvent, il y a un trafic d'armes qui se fait. Un trafic d'armes qui se fait entre pays, entre terroristes. Et ceux-là, quand ils prennent ces armes, ce n'est pas pour faire des joujoux, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, c'est pour aller tuer des hommes. Donc c'est pour cela, ici, au Togo. Et cette journée qui est en train de se passer, le mois d'amnistie, qui se passe, ça se passe simultanément dans 3 pays. C'est le Togo qu'on a chargé de lancer ce mois-là. Et durant ce mois de septembre, ceux-là qui détiendraient des armes sans permis de port d'armes sont demandés volontairement à aller les déposer. Il faut aller les déposer volontairement. Encore le découvre que vous avez une arme. Parce que si vous détenez l'arme et que vous allez vous-même déclarer que c'est comme ça, j'ai la main, je veux avoir ça. Il a décrit la procédure. Vous avez la procédure qui vous permet d'obtenir le permis de port d'armes. Et là, vous êtes quitte. Mais du moment où on a demandé d'aller déclarer, vous ne déclarez pas. Allez déposer, vous ne déposez pas. C'est que vous compliquez votre situation et que c'est un problème qui vous concerne. Vous êtes sanctionné, vous allez faire la prison. Parce que pourquoi vous cachez l'arme? Alors pour éviter de faire la prison, il faut aller déclarer que j'ai arme et on te donne permis de port d'arme. Ou soit tu ne peux pas permis, tu ne peux pas déclarer, va déposer l'arme
on va détruire ça parce que c'est dans des pays de guerre, on a décrété la politique de désarmement. Quand les gens se sont armés en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone pendant les guerres, et après les guerres, il y a une politique qui a été décrétée. On a demandé aux milices d'aller déposer des armes. Et on a pu récolter des armes des civils qu'on a détruits. Donc c'est ça, on demande volontairement aller déclarer que j'ai l'arme, mais je n'ai pas le permis de port d'armes, je veux l'avoir. Ou soit si je ne veux pas avoir permis de port d'armes, je vais déposer. Alors Taboré, dites-moi, si je détiens une arme de manière illégale et que je vais la déposer, si demain il y a quelque chose qui se passe dans ma zone, est-ce que je ne ferai pas partie des suspects? Donc, vous détenez une arme illégalement et vous êtes allé la déposer volontairement. Mais pourquoi on va vous accuser de dire si vous n'êtes pas un suspect? Vous êtes allé déposer de façon légale. Et puis on vous a dit que quand vous déposez, vous êtes protégé. Quand vous allez volontairement pour déposer, vous ne ferez d'objet aucune poursuite. Vous êtes également protégé. Et puis c'est tout. Maintenant, quand il y a un problème, pourquoi vous êtes suspect? À du moment où vous ne détenez pas l'arme, vous ne serez pas indexé. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi il faudrait vraiment, pour éviter tout problème, lorsque vous savez que vous avez une arme de façon illégale, allez-y déclarer. Ou bien vous légalisez en obtenant le permis de port d'arme. Ou bien vous allez vous la déposer. Simple. On sait que vous n'avez plus d'armes. Un point très. Mais si vous allez vous déposer, ou bien vous en avez plusieurs, et vous allez vous déposer une, et vous gardez une, estimant que vous êtes allé volontairement déposer une, et que si demain il y a quelque chose, et on fait des enquêtes, on trouve que vous avez un port d'armes, ça veut dire que vous aggravez votre situation. Vous aggravez votre situation. Je pense que c'est aussi simple que ça. Au fait, on va se baser sur l'idée qui sous-tend l'initiative de l'Union africaine par rapport à cette journée, par rapport à ce mois. L'initiative, c'est d'éviter qu'on se fasse la guerre. L'initiative, c'est d'éviter que les gens utilisent ces armes de façon illégale pour s'entretuer. Je pense que c'est ça qui est intéressant et c'est ce que les populations doivent comprendre aujourd'hui. Allez-y, vous avez une arme de façon illégale, allez-y, vous la déposez. Ou bien si vous voulez la porter, allez-y, faites des démarches pour avoir le permis de port d'armes. Alors, vous avez vu le thème, faire taire les armes. Le thème du justement, faire taire les armes. Faire taire les armes. Oui, donc faire taire les armes. Faire taire les armes, là, ce qui veut dire que les civils ne doivent pas utiliser. Les armes qui sont utilisées par les rebelles, les terroristes et autres qui sont en train d'attaquer. Même les braqueurs. Même les braqueurs. Parce que quand on présente souvent les braqueurs, vous allez voir les armes. Oui, et ces braqueurs-là, c'est que ces gens, je suis sûr que les autres, quand on a parlé d'aller déclarer, ils ne vont pas le faire. Non, ils ne sont pas. Parce que c'est leur outil de travail. C'est leur outil de travail. Si on arrête la personne, c'est travail. Alors, nous allons passer à la une des journaux, mais avant, on va marquer une pause, histoire de faire un coucou à nos annonceurs. On revient. Sous le haut patronage de son Excellence, Madame le Premier ministre, le gouvernement togolais, à travers la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, met progressivement en place une plateforme automatisée des postes de péage pour un franchissement plus fluide et un fonctionnement plus efficace. En plus du paiement classique en espèces, l'automatisation offre deux nouveaux modes aux usagers. Le paiement par carte ou par vignette, avec une possibilité de rechargement par mobile money. Par exemple, pour un paiement par carte, posez la carte sur le lecteur de la borne. La borne émet un signal sonore. Retirez la carte. Prenez le reçu, puis partez. Pour emprunter un couloir automatisé, il faut d'abord faire un abonnement, soit à la direction de la SAFER à Kakaveli à Lomé ou par canal numérique sur le www.safer.tg, soit dans l'un des 8 bureaux de la Société des Postes du Togo et obtenir une carte ou une vignette. La SAFER au service des usagers de la route. Retour donc en studio. Dès qu'ils ont un petit temps, il faudrait qu'ils attaquent. J'avais annoncé la une des journaux, on va commencer avec le Mania Libéré, ou bien vous voulez qu'on commence avec le message? Non, pourquoi? Il faut commencer avec Mania Libéré. Et après, je dirai ce qu'il faut dire. Alors, le Mania Libéré qui est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs. J'ajoute le seulement là-haut, bien. Si tu veux. Ah, ok. Au prix de 250 francs.
je n'ajoute pas, comme on a dit, comme si, voilà. Situation sécuritaire catastrophique sur nos routes. Les chiffres du premier semestre de l'année 2022 inquiètent. Quelles mesures pour arrêter l'hémorragie? Abbas, je vous retourne la question. En fait, ce n'est pas une question. C'est pas une question que les solutions, les mesures qui ont été prises, qui devaient être prises pour arrêter l'hémorragie. Parce que ça devient inquiétant quand les deux ministres sont sortis la dernière fois pour donner ces chiffres, 847 morts, sur autre de combien d'accidents de circulation. On constate qu'à chaque semestre, le nombre des accidents augmente. Donc nous nous sommes dit, le gouvernement avait pris une mesure, des mesures même certainement pour éviter même le nombre de décès qu'on constate après les accidents. En décembre 2021, le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité ainsi que le ministère de la Santé s'étaient retrouvés à parler avec les transporteurs et certains syndicats de transporteurs pour prendre certaines mesures pour amener à ce que c'est un projet qui a été lancé. C'est un projet qui devait permettre de réduire considérablement le nombre d'accidents sur les routes. C'est un projet pilote. Et ce projet-là, au niveau de ce projet, le gouvernement a pris certaines décisions. D'abord, former et donner des permis de conduire à plus de 700 conducteurs de taxi-moto. Former et sensibiliser 50 taxi-moto et les tricycles. Mettre en place un système sanitaire qui permet de donner les premiers soins aux victimes des accidents qui se créent avant que ça n'arrive à l'hôpital. Équiper les kits sanitaires aux ambulances qui vont transporter les victimes des accidents vers les hôpitaux et les équiper de kits de soins pour que les premiers soins puissent avoir lieu, surtout dans les ambulances, avant qu'on appelle ça les kits et les choses pré-hospitaliers. Mais depuis là, on voit que rien n'a été fait. On a seulement pris quelques étudiants, ils ont eu des permis de conduire. Alors que quand vous prenez ces étudiants, les gens qui quittent les villages, qui viennent là, ils ne maîtrisent même pas le code de la route, le fait de circulation, tout ça, les feux tricolores ne respectent pas. Surtout. Donc, après le dernier accident, le drame qui a eu vers Gléi, à Ouahala, il y avait une réunion entre les deux ministres, le ministre de la Sécurité et le ministère des Transports, avec les syndicats des transporteurs également, il y avait aussi certaines dispositions qui ont été prises. C'est-à-dire, les conducteurs et les syndicats avaient pris sur eux la responsabilité de vérifier au niveau des stations, des gares routières, à d'autres là, pour voir si les véhicules sont en bon état avant de quitter, ou la surcharge par rapport aussi également aux surcharges. Ça se fait sur le terrain. C'est ça. Ça ne se fait pas. Donc, c'est ça, tout ça là, si on pouvait mettre ça en exécution, au moins les cas d'accident vont diminuer. Parce que le ministre a dit, à la fin, le ministre Yak a dit que pour le moment, il n'y a plus question de sensibiliser par rapport au port du casque et au port de ceinture de sécurité, mais que les sensibilisations qui étaient prévues dans le projet pilote là vont continuer sur les taxis-motos et sur les tricycles également, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les grands causeurs, le bilan qui a été donné, les chiffres sont tournés vers les engins et les tricycles là. Donc les sensibilisations vont continuer dans ça. Et le problème qui se passe aujourd'hui même, on avait pris, le chef de l'État avait en 2014 décrété l'année 2014 comme année de la sécurité routière. Et c'est en cette année-là qu'on a exigé immédiatement le port de casque et le port de ceinture de sécurité. Et les sensibilisations ont commencé. On a commencé par les carottes. Et maintenant, si on ne trouve pas, c'est la sanction.
c'est ça que maintenant nous avons dit, qu'il faut qu'on revoie ce projet pilote-là pour réduire les accidents de route là que nous sommes en train de connaître avec des morts et des dégâts ça nous cause. Donc c'est l'article que nous avons fait. Parce que nous sommes allés chercher. L'article est à lire à quelle page déjà? À la page 3. La page 3 de Bassin. Alors, Chaboré, parmi les causes, à chaque fois qu'on dresse le bilan, il y a une question qui revient toujours. C'est l'excès de vitesse. Pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut continuer toujours avec la sensibilisation, avec l'excès de vitesse, ou bien il faut passer à la vitesse supérieure? Non, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut continuer la sensibilisation, parce qu'on n'en finira jamais. L'État est là pour ça. Les autorités étatiques sont là pour ça. Elles doivent prendre des initiatives pour continuer par sensibiliser les conducteurs d'engins, que ce soit à 2 roues, que ce soit à 4 roues, mais également sanctionner ce qu'il faut sanctionner, là où il faut sanctionner. Je pense que c'est là où le problème se trouve. Nous l'avons toujours dit, que la plupart du temps, lorsqu'on prend des décisions, on ne met pas en application ces décisions. Et ça encourage éventuellement les aventuriers, de ceux-là qui s'adonnent à certaines pratiques. Et c'est ça qui n'est pas bon. Lorsqu'on sanctionne 1 ou 2 personnes, et puis ça va servir d'exemple à ceux-là qui voudraient s'aventurer sur le terrain. Et le problème de l'alcotest, ça va revenir. Tout ça là, ce sont des choses sur lesquelles on a fait débat ici et on s'est dit que ce n'était pas normal que quand on prend une décision, qu'on ne puisse pas mettre ça en application. Je pense que c'est ça. Et puis là aussi, il faut voir les moyens. Je pense que oui, il faut voir les moyens qu'il faut mettre en place. Si le ministère de la Sécurité avait émis l'idée et que les moyens ne sont pas mis à sa disposition, comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir mettre en application ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'en cela, le gouvernement doit se pencher sérieusement. Si nous voulons réduire les accidents sur la route, il faudrait d'abord continuer par sensibiliser, mais également continuer par mettre en application les dispositions, les règles réglementaires qui, si vous permettez la tautologie, qui ont été mises en place pour sanctionner. On ne peut pas prendre une décision, mettre les lois et maintenant ne pas l'appliquer. C'est pourquoi la plupart du temps, les gens essaient de critiquer, ou bien les gens critiquent l'État pour dire qu'il n'y a plus d'État. Parce qu'on ne peut pas avoir des lois et que ces lois ne sont pas appliquées. On dit que lorsque vous faites excès de vitesse, on vous arrête, vous êtes sanctionné. On vous arrête. Excès de vitesse, on ne vous arrête pas. Donc, comment est-ce que ça peut aller? Comment? C'est pas possible. Il faut sanctionner, c'est très important. C'est vrai, aujourd'hui, il y a un travail qui est fait au niveau des feux tricolores où les policiers sont là pour arrêter les gens. Là également, nous avions fait un débat ici où certains, au lieu de faire le travail, ils se cachent pour pouvoir, c'est-à-dire que sollicitant ou bien voulant que... Voilà, donc justement, voulant que la personne cause, c'est-à-dire que la personne fasse l'infraction avant. C'est-à-dire qu'on attend, on veut quand même que la personne pose l'acte et on l'arrête. Or, ce n'était pas normal. Mais je pense qu'il faut sanctionner l'excès de vitesse. Si les gens ne se préoccupent pas de leur santé, ne se préoccupent pas de leur sécurité, il y a quand même la sécurité d'autrui. On le dit souvent, là où s'arrête la liberté, c'est là commence celle d'autrui. Il ne faudrait pas que les gens continuent par s'en foutre pas mal de la sécurité d'autres personnes. Du moins, si votre vie n'est pas chère. La vie d'autrui est chère. Je pense qu'il faut sensibiliser, mais également il faut sanctionner. Je pense que c'est là le problème. C'est le problème, oui. Parce que quand tu prends les gens, ce n'est pas le fait d'avoir un permis. Les gens ont des permis, disent j'ai permis, je vais conduire comme je veux. Ou j'ai assurance, je suis assuré, je conduis comme je veux. Et c'est eux là qui conduisent. On se souvient que par le passé, les gens restaient à la maison et avaient leur permis. Les gens ont leur permis à la maison. Et c'est ceux-là qui conduisent. Lorsqu'on parle du respect des vitesses, on dit souvent la route part. Ah oui. Il faut écouter la route. Et comment la route part? C'est par le biais du code de la route. Par le biais de ces plaques de signalisation qu'on y met. Vous l'avez dit la dernière fois par rapport à la voie Douane-Ségué. À la voie Douane-Ségué. On dit la vitesse est limitée à 50 km par heure. Et les dépassements, quand vous faites dépassement, c'est un dépassement d'effectif.
Mais c'est les mêmes personnes qui viennent crier que la route n'est pas large. Et ils se mettent à filer sur cette voie. Alors que la voie dit, vous avez seulement 50 km/h à filer. Parce que c'est une voie urbaine, c'est dans la ville, en ville. Vous ne pouvez pas filer en ville. Vous ne pouvez pas passer à 100 km/h sur cette voie. Mais on voit les gens faire du rallye sur cette voie pour dire que la route n'est pas large. Quand on sort de sa maison pour aller au boulot, c'est pour revenir à la maison. Même si vous roulez à 50 km/h, il faut mieux arriver tard au service que de ne jamais arriver la maison très tôt, que de ne jamais arriver au boulot. Donc les gens n'ont qu'à comprendre que quand il y a respect du code de la route, il faut le faire. Quand vous voyez des jeunes drogués qui se lèvent, la nuit, ils sortent de boîte de nuit, c'est eux qui vont casser les poteaux électriques là, parce qu'ils sont inconscients. Ceux-là, normalement, si on les prend après l'accident, après une seconde d'état, ils doivent faire la preuve. Parce que c'est inconsciemment qu'ils font ça. D'amende et autres, la même. Là, c'est l'incivisme et la responsabilité des gens. Il faut se responsabiliser. Quand je sors de la maison, je sais que je vais au boulot. Je prends ma moto ou je prends ma voiture, je dois venir voir ma famille. Ou je veux prendre un véhicule qui est surchargé. Quelqu'un me dit rentre. Je dis non, c'est plein. Je ne peux pas rentrer parce que ce n'est pas le seul taxi qui passe en ville. Donc ce problème-là, ça nous concerne plus. On a dû sensibiliser. Il y a eu des récalcitrants parce que le monsieur dit moi je tiens mon permis. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Fini la sensibilisation. Alors le DINFIS plutôt, hein, de Bassar. C'est quand le messager, s'il te plaît Frédéric, 58e édition de la fête de Pontre Ndiak, c'est ça, hein? Ndak, c'est ça. Voilà. Ah ok, ça veut dire quoi déjà? Ndak, le goûter. Ah ok. Voilà. Le Grand Bassar célèbre son igname. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Hein? Vous connaissez le Grand Bassar et vous connaissez l'igname du Grand Bassar. Ah bah, l'igname comme Jacques. Ah oui, la principale, le Labaco. Ça fait 3 ans. Non, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Seigneur, je reviens de Jésus-Christ. Ah oui, Inch'Allah. Ça va venir. D'accord. Donc sinon, le Grand Bassar, quand on dit Grand Bassar, ça constitue la préfecture de Dankwen et la préfecture du Bassar, qui se retrouvent pour fêter, vous savez, ils partagent les mêmes rites, les mêmes, disons, tout ce qui entoure autour de la grande igname. Vous savez que la principale culture là-bas, c'est l'igname. Et ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis les temps immémoriaux que cela se passe ici. Donc le 3 septembre passé, ils ont eu à célébrer cette fête. Et nous avons... Oui, nous avons eu à célébrer cette fête. Et vous savez... Pour ceux qui ne le savent, oui, c'est un DINFIS. C'est un DINFIS de Bassar qui parle. Au pôle de Bassar. Le pôle de Bassar. Non, le chef, c'est Bassar. C'est le chef, ça veut dire le chef. Donc, à partir de cet instant, c'est vrai que bien avant même que de façon officielle qu'on fasse la fête, puisque ça a été désigné le jour du 3. Avant ça, il y a dans les familles, on essaie de prendre les ignames, c'est-à-dire que d'amener les ignames et de faire ce qu'on appelle goûter, ce qu'on appelle ndak. C'est-à-dire qu'on goûte ça et dans la tradition, ça veut dire quoi? On donne ça à Dieu, aux membres de nos ancêtres, pour pouvoir leur permettre, ou bien permettre à ceux qui sont encore vivants, de commencer par manger la nouvelle igname. Ah, donc avant ça, vous ne mangez pas? Avant ça, on ne doit pas manger la nouvelle igname. Mais nous, on a déjà commencé par manger. Non, vous n'êtes pas Bassar. Ah, d'accord. Alors, si vous êtes lié à ces rites, vous pouvez être au Togo, en Allemagne, aux États-Unis. Parfois, les gens appellent au pays pour voir si la famille a déjà goûté. Si la famille n'a pas encore goûté, vous n'avez pas le droit de manger l'igname. Nous sommes à Lomé ici. Vous devrez appeler votre famille au village, vous devez vous rendre compte que la famille a déjà goûté cet igname avant de goûter. Sinon, si vous ne goûtez pas, ce qui arrive, soit c'est toute votre famille, vous allez attendre, chaque jour vous tombez malade, les enfants tombent malades. Ça continue toujours. Oui, jusqu'aujourd'hui. Et vous allez avoir le corps chaud tout au long, jusqu'au jour où on va goûter l'igname. Parce que vous, de façon officielle. Vous allez tomber malade. Oui, si vous goûtez, oui. Ah. La plupart du temps, pour certains,
Quand vous... Et si vous goûtez sans savoir, peut-être Oui. que vous allez chez quelqu'un... Justement, si vous goûtez sans savoir, vous êtes protégé. C'est là-bas. Si on ne vous explique, vous n'allez pas comprendre. Et la plupart, pour certains, quand vous voyez déjà la nouvelle igname, sans qu'on ait goûté, vous allez tomber malade jusqu'au jour où votre famille va goûter. Même si je vois ça. Si vous voyez, avec vos Seigneur. yeux. Donc ça, c'est la tradition. Donc, C'est dur votre c'est dur. Donc, je pense que ce qui a été fait le 3 passé, c'est de façon En tout cas, là, officielle. il faut le donner à quelqu'un d'autre. Je ne viens plus. Non, tu vas venir. Tu vas venir, non. Donc, le 3 passé, ce qui s'est passé, c'est que c'est de façon officielle pour célébrer officiellement. Sinon, les gens avaient déjà goûté bien avant le jour même. Aujourd'hui, ça donne l'ouverture, tout le monde, où qu'il soit, vous êtes libre maintenant de manger la nouvelle igname sans crainte, sans que rien ne vous arrive. C'est comme on vous dit d'amener délibérément les armes, sans que rien, sans souci. Et au lot. Donc maintenant, on peut manger la nouvelle igname, vous pouvez la consommer. Mais ce Donc, qui vous est... irez à Bassal, c'est Non, je suis déjà allé. Il y en a, mais... déjà distribué. Non, pas encore distribué. Voilà ce que je vais vous dire. Quand on fait la nouvelle igname, si vous voulez avoir de très bonnes ignames, il faut attendre 1 ou 2 semaines. En ce moment, les ignames ont pris encore du temps de bien pousser. Et vous avez de très bons ignames, les labacos. Actuellement, lorsque vous prenez les ignames, vous allez voir que c'est lourd. Il y a encore de l'eau dedans. Et vous allez voir que si vous ne savez pas préparer, vous ne savez pas faire la cuisson, vous n'allez pas bien savourer. C'est-à-dire que c'est lourd, il y a de l'eau. Et il y a des techniques pour pouvoir faire la cuisson. Il y a des techniques également pour pouvoir faire le foufou. Lorsque vous prenez la nouvelle igname actuellement, pour faire le foufou, il y a des stratégies. Donc il faut être du milieu pour pouvoir, comme moi, pour pouvoir, pour pouvoir savoir mettre en pratique cette stratégie. Mais néanmoins, je le dis, je prends les téléspectateurs à témoin, vous aurez vos ignames. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait 3 Vous aurez vos ignames. Et ce sont des vrais ignames, les labacos de Bassar. Vous savez que... octobre. Non, pas en octobre. Gardez votre calme. Je ne vais pas le dire, dévoiler ça sur les antennes, mais vous aurez les vrais labacos de Bassar. Vous savez qu'il y a une distinction, hein, et ce n'est pas pour se vanter, hein, l'igname de Bassar, elle est autre. Abbas peut le témoigner. Lorsque vous prenez toutes les ignames, toutes les ignames du territoire, donc Bassar a une spécificité en matière d'igname. Alors Abbas, avec tout ce que Tchakouré vient d'expliquer, ça fait plaisir de savoir que dans certaines contrées, la tradition se respecte toujours. Non, la tradition se respecte. Même chez nous, là, quand les ignames sortent, vous ne mangez pas. Vous allez au champ, quand vos parents attachent les herbes comme ça, on attache les herbes. Donc quand vous passez au champ, vous voyez qu'il y a certaines herbes, on les attache. Ce n'est pas comme couper, on les attache. Vous savez que le temps de manger les ignames est arrivé. C'est la tradition et on la respecte. Parce que tu ne peux pas manger les tubercules sans que les parents, les ancêtres l'autorisent. C'est ça. C'est pour cela, à Bassar. Ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Non. C'est la tradition. La tradition. Et il faut la respecter. C'est comme ça depuis des lustres. Des temps immémoriaux. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, il n'y a pas question de dire que tu vas manger. Parce que quand tu fais ça avant la tradition, c'est que tu vas avoir certains risques de maladie. Comme ça. Tu as offensé les ancêtres. Tu as offensé les ancêtres. Tu n'as pas attendu qu'ils te donnent l'autorisation. Donc c'est ça. Quand vous prenez les gens de Bassar, vous allez voir que il y a plusieurs fêtes d'igname qui sont déroulées. Il y a la fête de contre, il y a Odonchou. Alors Abbas, nous sommes en période de fêtes traditionnelles. Chez vous, c'est à Dossa. Il y a Dossa, Gadao. Donc, c'est déjà passé? Non, pas encore. Ok, donc la période venue, tu il y a nous la expliquer un peu cette la fête. fête Kamaka aussi. Kamaka Chez également. Chez nous. C'est à Dossa sauf que je crois. Non, il y a Dossa, Gadao, là, ça c'est à Tchad, on fait ça. Kamaka, c'est dans la souris, à Bafilo. C'est des fêtes traditionnelles. On respecte à Bafilo, fête de moisson. Ici, c'est la fête. Et elle est invitée, il faut le dire ça. Elle est invitée. Ouais, c'est que je suis toujours invitée. Puis tu es déjà allé à Bassar. Mais attends, Non. tu es déjà allé à Bassar, Oui. Déjà, depuis hier, tu étais avec moi. Oui. Il faut que les téléspectateurs le sachent.
Merci à vous, Abbas, merci, Tchagoré, merci à vous. Je rappelle que c'est... Non, qu'est-ce que tu veux savoir? C'est moi qui te remercie. Les deux journaux sont dans les kiosques. Mais laisse-moi dire ce que j'ai à dire en dernière position. Oui, rapidement, on me fait signe d'accord. Oui, on te fait signe, mais il faut que les gens sachent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, toi et moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi à partir de 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro. Aujourd'hui à 20h et après l'émission sera postée sur différentes pages. Au revoir.